Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Et on commence comme d'habitude avec la question du jour. Quelle place pour la jeunesse dans notre société? On a tenté d'y répondre plusieurs fois sur ce plateau, mais aujourd'hui nous posons la question aux spécialistes du sujet. Mathieu Maucor, il est le délégué interministériel à la jeunesse auprès de la Première ministre. Il sera avec nous dans quelques instants. Seconde partie d'émission, on vous présentera Infinite, une start-up qui a pour ambition de favoriser la réussite des jeunes. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, elle reçoit l'humoriste Olivier Demedouin. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Guillaume Beur. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On démarre ce journal avec ce drame hier à Nanterre, en région parisienne, où un adolescent de 17 ans, Naël, est mort suite à un tir de policier après un refus d'obtempérer. Est-ce que vous avez plus de nouvelles? Où en est-on de l'affaire? Alors, le policier auteur du tir voit sa garde à vue prolongée. Le motard de la police, âgé de 38 ans, est toujours interrogé par l'inspection générale de la police nationale dans le cadre d'une enquête qui a été ouverte pour homicide volontaire par le parquet de Nanterre. Au même moment, la mère de l'adolescent appelle à une marche blanche. Ce sera demain, 14h, au départ de la préfecture des Hauts-de-Seine. Venez tous, je vous en supplie, demande-t-elle dans une vidéo publiée sur TikTok, appelant à une révolte pour son fils. Quelques heures d'ailleurs après ce drame, des violences ont éclaté dans plusieurs quartiers d'Île-de-France. Feux de poubelle, tirs d'artifice ou encore voitures incendiées. Des actes condamnés par le ministre de l'Intérieur qui annonce plusieurs dizaines d'interpellations. Et les réactions qui pleuvent évidemment sur les réseaux sociaux. Effectivement, déjà au plus haut de l'État avec le président de la République Emmanuel Macron. Écoutez. Vous m'avez entendu ces derniers jours dire qu'à Marseille, Madame la sénatrice le sait ô combien, on développe justement des grands projets de rénovation urbaine. L'Agence nationale de rénovation urbaine, Monsieur le ministre, c'est 650 millions d'euros qui sont déployés sur Marseille. C'est des records et donc ça nous permet de renouveler énormément de quartiers de cité, mais là où on a des bailleurs avec nous, et là on peut réaménager l'espace urbain. La difficulté, ce sont des résidences comme celle-ci qui sont des copropriétés, où en fait une situation s'est installée, vous avez des marchands de sommeil, des propriétaires qui ne payent pas les charges et progressivement une dette s'accumule, les communs se dégradent, les ascenseurs ne sont pas réparés, les toitures ne sont pas réparées, vous le voyez, les façades se délabrent et où progressivement, année après année... Président de la République Emmanuel Macron en déplacement à Marseille et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin appelle également au calme lors d'une prise de parole en fin de matinée. Je voudrais évidemment d'abord avoir une pensée bien sûr pour lui, pour sa famille et leur dire bien évidemment que nous souhaitons au ministère de l'Intérieur, au sein de la police nationale, avoir toute la vérité sur ce qui s'est passé et en respectant le temps de la justice le plus rapidement possible. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'ailleurs depuis le Sénat, le ministre de l'Intérieur assure que des sanctions seront prises contre le policier dont l'intervention, d'après les images et les premiers éléments de l'enquête, n'était manifestement pas conforme à la législation et à la déontologie des policiers. Puis au sein de l'Assemblée nationale, les députés ont également respecté une minute de silence. Alors, indignation de sportifs et notamment des joueurs de l'équipe de France de football sur Twitter. C'est le cas de Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France. J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël. Et puis, autre hommage également sur Twitter, toujours d'Omar Sy, l'acteur. Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël. Qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. Voilà donc pour ces hommages. Dans l'actualité également, Pape Ndiaye annonce un plan national de formation des personnels de l'éducation à la sexualité à l'école. Entrée en vigueur, rentrée 2023-2024 selon le ministre de l'Éducation nationale. Ce programme portera sur l'égalité filles-garçons et sur la notion de consentement avec 3 niveaux. La sensibilisation de tous les personnels, l'approfondissement pour les personnels prenant en charge les séances et la formation des conseillers pédagogiques. Alors d'après le Code de l'Éducation nationale, dès les cours préparatoires et jusqu'au lycée, les élèves doivent bénéficier d'au moins 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité, y compris une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Mais dans la pratique, nous sommes bien loin du compte. Selon 3
leurs associations. Alors pour y remédier, le ministre saisit le Conseil supérieur des programmes dans le but d'élaborer d'ici novembre et pour chaque année d'enseignement une proposition de programme précisant les thèmes et les notions qui seront donc abordées. Ce dernier publiera également chaque année en juin une enquête sur la mise en œuvre par les établissements et les écoles de l'éducation à la sexualité. Enfin, un comité de liaison sera en place avec notamment les parents d'élèves ou encore des jeunes et des associations. Dans un tout petit peu plus de 2 mois, la cloche va retentir et les jeunes, les enfants vont revenir en classe, mais les profs manquent toujours à l'appel. Effectivement, sur les 8174 postes ouverts au concours de professeurs des écoles, 1264 sont toujours vacants, soit 15% des postes. Alors la situation est un peu meilleure que la rentrée dernière, avec 21% des postes qui n'étaient pas pourvus. Le problème se concentre sur 3 académies. Nous avons l'académie de Versailles, 578 postes vacants. Il en manque également à Créteil ou encore en Guyane. Rappelons que le ministère de l'Éducation nationale a lancé une campagne de sensibilisation et surtout de recrutement. Un professeur, ça change la vie pour toute la vie. Plus d'informations sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale. Et nous allons parler de ChatGPT, car ce logiciel a été utilisé lors d'un examen à Nancy. Résultat, l'épreuve est annulée. Effectivement, c'est un phénomène qui change clairement la manière de travailler pour beaucoup d'enseignants, mais aussi pour les étudiants. Il y a une dizaine de jours, lors d'un examen à l'IUT Charlemagne de Nancy, une enseignante a choisi tout simplement de ne pas corriger les copies face au recours trop massif de ce logiciel d'intelligence artificielle. Une centaine d'étudiants d'un lycée professionnel avaient utilisé ChatGPT. La direction de l'établissement soutient d'ailleurs la professeure qui rappelle à quel point son usage n'est pas encore encadré. C'est pourquoi l'IUT d'ailleurs compte faire passer un article dans son règlement intérieur, mais pas question de l'interdire puisque les étudiants auraient tout simplement le loisir de l'utiliser chez eux. Enfin, nous vous emmenons au Havre avec une très belle initiative pour lutter contre le harcèlement. 27 élèves de CM2 de l'école Frédéric Bélanger ont écrit et composé surtout une chanson sur le harcèlement scolaire avec un artiste local. Ils ont enregistré les mots qui blessent dans un vrai studio d'enregistrement. Alors concrètement, une journée par semaine, les enfants travaillaient avec leur maîtresse pour écrire le texte et chaque groupe devait travailler sur un mot. La chanson raconte en fait le quotidien de Julien, enfant harcelé de la sortie de sa maison jusqu'en salle de classe. Chaque couplet raconte tout simplement les sévices quotidiens de l'enfant qui ne sont parfois que des critiques sur ses cheveux ou ses tenues vestimentaires. Un sujet qui préoccupe bien évidemment les élèves. En CM1, CM2 par exemple, 2,6% de ces derniers subissent plusieurs formes de harcèlement selon le ministère de l'Éducation nationale. Ça passe même à 5,6% au collège. Merci Guillaume. Quelle place pour la jeunesse dans notre société? On en parle avec le délégué interministériel à la jeunesse, Mathieu Maucor. Mathieu Maucor, bonjour. Bonjour, Gilles Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous recevoir sur le plateau du Grand JT. J'aimerais qu'on revienne sur ce drame malheureusement terrible à Nanterre qui s'est produit hier. Un jeune homme de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier, refus d'obtempérer. On n'a évidemment pas les éléments pour l'instant. L'enquête est en cours. Les policiers ont d'abord affirmé que le conducteur lui avait foncé dessus. Puis finalement, une vidéo, notamment, une en particulier, aurait montré le contraire, en tout cas prouverait le contraire. J'aimerais une réaction surtout sur cette situation. Oui, je pense que c'est un drame absolu. Quand un adolescent meurt, c'est un drame absolu. Et là, avec les images absolument inacceptables qu'on a tous vues sur les réseaux sociaux, c'est encore plus dramatique. Je pense qu'on a tous d'abord une pensée pour la maman et tous les proches du jeune Naël. Et la justice a été saisie immédiatement. On attend maintenant qu'elle agisse avec le plus de célérité possible. Et évidemment que dans la sérénité maximale, mais encore une fois, les images sont absolument terribles, évidemment. Images terribles, faits aussi terribles. Cette violence dont on parle aujourd'hui est malheureusement omniprésente. Des faits qui se cantonnent à une minorité de jeunes, selon vous, ou alors est-ce qu'on est face à un véritable problème de société ? Non, je crois qu'il faut se garder de toute généralisation quand des drames pareils arrivent. Par contre, cette difficulté qu'ont parfois les jeunes dans leur relation avec la police, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Et de manière plus générale, d'ailleurs, au-delà des relations des jeunes et de la police, on a un sujet de discrimination ressentie qui ressort beaucoup, très souvent dans les quartiers prioritaires. J'étais encore hier avec le président de la République à Marseille, où je suis très souvent. Et on n'a pas encore réussi à résoudre ça, mais encore une fois, ça dépasse le seul champ
champ sécuritaire, c'est aussi dans le champ de l'emploi, c'est aussi dans le champ des relations sociales en général. Et je pense que là, c'est un grand défi pour Français, qui dépasse les jeunes d'ailleurs, de réussir à être beaucoup plus dans l'intégration, dans la tolérance, dans le respect l'un de l'autre. Voilà, je me garderai bien de toute généralisation par rapport à ce qui vient de se passer, mais véritablement on comprend très fortement et on la partage vraiment l'émotion qui nous a tous saisis là, en voyant les images. Bien sûr, la douleur de cette famille qui vit cela, évidemment, on pense très très fort à eux. Je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire par rapport aux discriminations, aux inégalités que peuvent ressentir ces jeunes partout en France. Est-ce que vous les associez justement avec cette colère qui gronde et qui monte petit à petit et ces faits de violence qu'on peut recenser malheureusement trop souvent? Je ne sais pas s'il y a une colère qui gronde. Encore une fois, moi j'essaye de... Je pense qu'il faut qu'on fasse attention dans le commentaire qu'on peut faire, de pas généraliser. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a des cas de discrimination, à chaque fois qu'il y a l'égalité des chances qui n'est pas au rendez-vous, là c'est notre boulot d'essayer d'être présent. Et ce que nous disent les jeunes, c'est avant tout, on veut avoir les mêmes chances que tout le monde. Et c'est là-dessus qu'on essaye d'agir, sur de l'orientation, sur du mentorat. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la suite de cet échange. Vous étiez donc avec Emmanuel Macron hier à Marseille. On a consacré une émission évidemment entière dessus parce que c'était très intéressant pour nous de pouvoir comprendre et évidemment d'échanger avec vous qui nous regardez sur ce qui se passe, sur les efforts faits à l'encontre notamment des jeunes. Une proposition faite et qui ressort, qui est la présence des élèves de 9h à 18h dans les collèges. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Est-ce que pour vous finalement les inégalités se créent dès la sortie de l'école et notamment dans les familles? Oui, bien sûr, c'est le fameux continuum éducatif que vous connaissez bien ici. Il y a ce qui se passe à l'école et il y a ce qui se passe évidemment en dehors de l'école. Et c'est souvent aussi en dehors de l'école que les inégalités peuvent se creuser parce qu'on n'a pas tous le même milieu familial, les mêmes conditions d'études à la maison. Pendant les vacances scolaires aussi, ça peut évidemment se poser. Parfois, on désapprend l'été ce qu'on a appris pendant l'année. Ce que le président de la République a annoncé, c'est qu'il souhaitait dans toutes ce qu'on appelle les cités éducatives d'ici à 2027, qu'on puisse généraliser dans les collèges concernés un accueil de 8h à 18h pour les élèves évidemment qui le souhaitent. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a eu l'occasion de le préciser hier. Ce sera d'abord une expérimentation l'an prochain et puis une généralisation progressive. Généralisation dans tous les collèges justement d'IREP en réseau de cités éducatives. Donc on a un peu plus de 200 cités éducatives en France et ce sera avant tout sur ces quartiers-là qu'on va cibler l'action. La colère a été assez forte du côté des syndicats, notamment pour le côté incompréhension et manque de dialogue, une fois de plus, qui remonte, qui est redit très souvent ici sur ce plateau, de ces annonces faites et non préparées, non concertées avec toutes les personnes qui font l'éducation en France, et notamment de se dire on manque de professeurs déjà. On sait qu'à la rentrée 2023, en septembre, il risque d'y avoir un problème encore de professeurs absents. Comment peut-on imaginer effectivement une présence de 9h à 18h dans ces cités éducatives dont vous parlez et en même temps ce manque de professeurs? Alors d'abord les concertations, on en mène quand même beaucoup. On va en reparler tout à l'heure. Moi je sors d'une animation dans ce qu'on a appelé un conseil national de la refondation des jeunes où pendant 6 mois on a construit des propositions et un plan d'action avec les jeunes directement. Donc on fait ce travail de dialogue et ensuite il faut évidemment entendre ce que nous disent les enseignants et leurs syndicats. Comme l'a indiqué le ministre de l'Éducation nationale et ses services, on va être sur une généralisation progressive. On va expérimenter l'an prochain, voir comment ça se déploie et ensuite en fonction des retours et de ce qui remontera, décider de comment on généralise la chose. La concertation, elle va avoir lieu, c'est pas une mesure qui tombe comme un coup près partout tout de suite. Certes, mais qui assurera ces heures en fait, les heures après les cours de 16h à 18h si les J'ai pas aujourd'hui la réponse. J'ai pas la réponse à votre question. Encore une fois, ça va être concerté avec tous les personnels de l'éducation nationale. Je pense que c'est des dispositifs. Vous savez, on a un dispositif qui s'appelle Devoir fait par exemple, qui permet après 16h30 dans plusieurs collèges, qui a été évoqué effectivement par Emmanuel Macron en 6e à partir de l'année prochaine et qui est en réalité assuré par différents types de personnel. Il est possible que ce soit la même chose ici, mais encore une fois, moi vous voyez, vous m'avez dit, il faut qu'on concerte avec les enseignants. Il faut que le dialogue se fasse sur ce sujet-là et on va le construire ensemble. Autre point évoqué aussi hier à Marseille, les vacances qui pourraient être raccourcies éventuellement. Ça, c'est effectivement une réflexion. Ce n'est pas une annonce faite précisément, mais une réflexion que propose
le chef de l'État sur effectivement la durée des vacances scolaires. Votre opinion sur la question? C'est toujours la même idée de ce continuum éducatif. On le disait tout à l'heure, on peut désapprendre l'été, c'est parfois ce qu'on a appris pendant l'année scolaire. On a des vacances qui sont assez longues en France. C'est un débat qui est assez récurrent, le sujet des rythmes scolaires. Le président de la République l'a dit, là pour le coup, on va ouvrir le dialogue sur le sujet. C'est évidemment pas quelque chose qui va concerner la rentrée scolaire 2023, mais va y avoir un débat avec toutes les parties prenantes. Encore une fois, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui va être en pilotage sur le sujet. Dans le cadre du Conseil national de la refondation des jeunes qu'on a eu depuis 6 mois, c'est pas une proposition qui a été directement portée par les jeunes parce qu'on n'avait pas eu le temps de la creuser. Par contre, à la fin, on a fait la liste des sujets qui apparaissaient prioritaires d'études pour la suite, et il était dans le top 3, ce sujet des rythmes scolaires. Donc moi je suis très content de l'annonce du président, ça va dans la logique et ça répond à pas mal d'attentes. Alors parlons-en justement de ce Conseil national de la refondation des jeunes. Vous avez travaillé pendant plusieurs mois justement pour proposer une vingtaine ou trentaine, je ne sais plus, de propositions fortes pour la jeunesse afin que le quotidien, si je puis dire, soit meilleur. Exactement. En fait, on a fait travailler pendant 6 mois une centaine de jeunes, des organisations représentatives, syndicats et autres organisations de jeunesse, mais aussi des jeunes qu'on appelle non organisés. C'est des collégiens, des lycéens, des étudiants, des jeunes actifs, des entrepreneurs qui sont en fait des formes d'usagers experts et qui avaient des choses à venir apporter. Et pendant 6 mois, ils ont eu l'occasion d'échanger toutes les 3 semaines avec la Première ministre à Matignon, qui a passé beaucoup de temps à les écouter. Et puis surtout, ils ont eu l'occasion de travailler sur pas mal de propositions, plus d'une trentaine in fine, et ils nous les ont remises la semaine dernière. Et dès la remise, la Première ministre a souhaité apporter des premières réponses à ce qu'ils avaient proposé. Et donc on a plus d'une dizaine d'annonces qui ont été faites la semaine dernière. Je vous en donne une annonce phare. Une en particulier qui a été un petit peu commentée, le fait qu'on va, à partir de janvier 2024, avoir un permis de conduire accessible avec possibilité de conduite seule dans la foulée dès l'âge de 17 ans, ce qui était une demande très forte, notamment des jeunes en zone rurale ou en lycée professionnel, en apprentissage. Et c'était très attendu et je suis assez content que ce travail ait abouti à cela. Alors, vous savez que, évidemment, cette annonce a beaucoup fait parler, bien sûr. Ceux qui sont pour la protection, évidemment, des jeunes et qui disent que c'est extrêmement dangereux de donner le permis à des jeunes plus tôt, posent la question très simple, de se dire à un moment, pourquoi on n'aurait pas plutôt pousser la conduite accompagnée plutôt que de permettre à des jeunes systématiquement la conduite autorisée à 17 ans? C'est évidemment des questions qu'on s'est posées. Aujourd'hui, il faut juste avoir quand même en tête que la conduite accompagnée concerne à peu près 1 jeune sur 5 qui prépare et qui passe le permis de conduire. Donc c'est pas quelque chose qui est généralisé très, très fortement. Mais pourquoi pas justement la généraliser? On peut tout à fait, mais on va continuer à l'encourager. Vous pouvez aujourd'hui commencer à faire votre conduite accompagnée dès l'âge de 15 ans. Donc vous avez entre 15 et 17 ans la possibilité de faire votre conduite accompagnée. On va continuer évidemment à l'encourager, mais il nous est apparu qu'il y avait un besoin de mobilité sociale, d'insertion professionnelle, de liberté de manière plus générale qui était exprimé. Aujourd'hui, vous avez 2 jeunes sur 3 qui vous disent qu'ils renoncent chaque année à des moments de vie sociale parce qu'ils ont des soucis de mobilité. Vous avez 1 jeune sur 4 qui régulièrement nous dit « j'ai refusé un stage, j'ai refusé une offre d'emploi, j'ai refusé un apprentissage parce que je n'avais pas le moyen de locomotion associé ». Et donc on a fait un travail très sérieux en lien avec les jeunes, mais aussi avec la délégation interministérielle à la sécurité routière. On a regardé ce qui se passait aussi dans les autres pays qui autorisent déjà la conduite seule à 17 ans. C'est par exemple le cas au Royaume-Uni. Et on n'observe pas de différence d'accidentologie ou de mortalité entre l'âge de 17 et 18 ans. Et puis je pense qu'il faut rappeler 2 choses qui sont très importantes. 1, l'examen du permis de conduire demeure et il est exigeant, chacun le sait, on a tous eu nos expériences personnelles ou des proches ou nos enfants sur le sujet, donc ça il demeure tout aussi exigeant demain. Et par ailleurs, les jeunes à 17 ans pourront passer le permis de conduire et conduire dans la foulée sous réserve d'une autorisation parentale. Il y a aussi cette corde de rappel-là qui va évidemment perdurer. Mais c'est tous les débats qui ont lieu autour de ça, ce sont des débats évidemment extrêmement sains. Mais en regardant tous les paramètres, on a en conscience pris cette décision. Pour favoriser le déplacement justement des jeunes sur tout le territoire, il y a aussi le passe-train. Oui, absolument, c'était important. La voiture, c'est un moyen de locomotion qui est indispensable dans certains endroits, mais il y a aussi une aspiration des jeunes, non seulement à avoir accès à du train moins cher aujourd'hui, mais de manière plus générale. Moi, j'ai croisé pendant tous mes déplacements, pendant 6 mois, beaucoup de jeunes qui me disaient « Mais Mathieu, je ne suis jamais sorti de ma région ». Et c'est dans beaucoup d'endroits le cas d'1 jeune sur 2, 2 jeunes sur 3. Faute d'argent ?
Souvent faute d'argent, faute de famille qui a aussi des liens éventuellement en dehors de la région. Et donc on a souhaité, entre 18 et 20 ans, offrir la possibilité aux jeunes qui s'engagent sous diverses formes d'avoir accès à ce qu'on appelle un passe-train, donc c'est-à-dire un mois en illimité pour pouvoir utiliser des TGV et des intercités gratuitement et pouvoir ainsi avoir une expérience non seulement du train, parce qu'il y en a aussi beaucoup de jeunes qui nous disent j'ai jamais pris le TGV. C'est assez fréquent quand vous parlez à des lycéens ou à des étudiants, et non seulement d'avoir une expérience du train, mais aussi d'avoir une expérience du territoire. Il y a, je le répète assez régulièrement, mais il y a Jean Viard que j'aime beaucoup qui a souvent cette expression qui dit la France c'est le premier livre que l'on doit découvrir, et je crois que c'est très vrai. On avait cette forme de passe interrail au niveau européen, elle existe aujourd'hui pour pouvoir découvrir différents pays moyennant finance, évidemment. En France, on n'avait pas cette formule, et donc je suis très content qu'on... Alors, c'est une formule qui, effectivement, que vous proposez, mais qui n'est pas sans contrepartie, puisque vous supposez qu'effectivement, le jeune en question s'engage. De quelle manière? Qu'est-ce qu'il doit faire? Auprès de qui? Des associations? Alors, on va être amené à le préciser, pour le coup, mais ça pourra prendre différentes formes. Par exemple, quelqu'un qui a fait son service national universel pourra avoir accès au passe-train, quelqu'un qui fait un service civique pourra avoir accès au passe-train, quelqu'un qui a fait un contrat d'engagement jeune à l'âge de 18 ans, qui s'est engagé vers l'emploi et qui a accepté une forme d'accompagnement assez intensif que peuvent lui fournir Pôle emploi ou les missions locales. Et pareil, on va garder la même méthode que d'habitude, on va préciser ça avec les jeunes, les différentes formes d'engagement qui vont être éligibles pour avoir accès à ce pass. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est à la fois un outil de découverte du territoire et un outil écologique qui sera, j'espère, assez précieux. Cette logique du donnant-donnant, pour vous, c'est une façon de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté ? Oui, un peu. Et puis c'est aussi un message important, je crois qu'on porte depuis un certain temps, qui est le fait qu'on a besoin d'avoir une jeunesse qui s'engage. On s'engage déjà beaucoup, mais on a surtout besoin de valoriser ceux qui s'engagent. Et je crois que c'était aussi une demande des jeunes. L'un de nos enjeux maintenant sur l'engagement, c'est aussi de le démocratiser le plus possible. On a encore un biais social sur l'engagement aujourd'hui. Les jeunes qui s'engagent sont souvent des jeunes un peu plus aisés que les autres, un peu plus urbains. Et c'est aussi là pour le coup une pierre dans notre jardin. Il faut qu'on arrive à démocratiser toutes les formes d'engagement justement pour pas qu'il y ait d'inégalité d'accès à tous ces dispositifs type le passe-train qu'on offrira demain. Les jeunes qui s'engagent, c'est aussi des jeunes qui sont en colère, pardon de revenir sur l'acte de violence, mais qui sont en colère aussi dans des colères morales, des colères intellectuelles, des colères aussi dites d'idées, de débats d'idées. L'engagement des jeunes, on l'a beaucoup vu évidemment lors du débat sur la réforme des retraites. À quel point vous avez vu cet engouement justement de manière positive ou un peu plus plutôt inquiet d'une situation qui peut-être dépassait un peu le gouvernement? Non, d'abord c'était une réponse je crois qui était le signal que beaucoup de jeunes s'intéressent à leur avenir très fortement. Et pourtant ils ne votent pas. Alors, ils ne votent pas, mais ils s'engagent beaucoup. Il y a 3/4 des jeunes qui s'engagent d'une manière ou d'une autre dans l'année en dehors du vote. Ça peut être par des pétitions, ça peut être par des manifestations, ça peut être par du bénévolat. Et je crois que moi, j'ai vécu ça de manière assez sereine. Il y a pas mal d'organisations qui faisaient partie du Conseil national de la refondation des jeunes et que je voyais toutes les semaines et qui régulièrement me disaient ouais Mathieu, je peux pas te répondre là, je suis en manif. C'est le jeu démocratique, c'est le droit démocratique et il fallait les entendre évidemment et on a essayé de le faire, mais le gros point positif, c'est que c'est pas venu perturber le travail qu'on a fait tous ensemble pour essayer d'aboutir à ces propositions qu'on commence à évoquer ensemble. Alors, ces propositions, je l'entends, effectivement, et ce débat d'idées qui est toujours important, mais de voir tous ces jeunes qui ont été, que vous le dites, qui s'engagent à côté, mais qui ne votent pas, vous qui êtes engagés politiquement, comment vous comprenez cette dichotomie entre la réalité des faits et l'engagement par ailleurs, effectivement, pour les associations? On a l'impression qu'on a transféré finalement le pouvoir sur la société sans vraiment le lui donner. Ce que ça dit surtout, c'est qu'il y a un besoin d'avoir une vision politique qui embarque à nouveau toutes les générations, d'ailleurs, hein, que ce soit les plus âgés ou les plus jeunes. Ce que réclament avant tout les jeunes, c'est de nous dire, de manière générale, redonnez-nous une vision qui nous donne foi en la politique, et c'est avant tout ça qui va faire qu'on va revenir voter. Alors, moi, ça fait 6 mois que je suis en poste. On essaye de le faire. C'est ce qu'on essaye de faire avec des mesures très concrètes dont on commence à parler là. Tout à l'heure, on parlait du permis de conduire à 17 ans. On va aussi faire une aide pour les jeunes en lycée professionnel pour que tous ceux qui... On va y venir justement, oui. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va résoudre la chose. C'est à la fois de partager une vision commune et surtout de montrer que la politique peut de nouveau changer
la vie des gens dans leur quotidien. C'est pour ça que moi, c'est ce à quoi je m'attache au quotidien. Ensuite, on a des réflexions qui se poursuivent sur comment aussi faciliter la participation électorale. Il y a beaucoup de jeunes qui changent de lieu d'habitation quand ils commencent à étudier et qui, du coup, souvent ont des problèmes d'inscription. Ils sont inscrits, par exemple, chez leurs parents alors qu'ils habitent dans leur lieu d'études et ils s'en rendent compte au moment de l'élection et c'est pas facile de revenir chez ses parents pour voter et ça contribue aussi à cette désaffection dans les urnes. Mais le message principal qui nous envoie, c'est redonnez-nous de la vision, redonnez-nous des actions concrètes, écoutez-nous. Et ensuite, c'est un dialogue qui est assez exigeant puisque, évidemment, c'est pas facile de faire. Il faut prioriser, il y a les contraintes et c'est ça la beauté de la politique. Oui, tant mieux. Ces jeunes aussi, certains qui disent qu'on ne comprennent pas les mots du chef de l'État, notamment quand il leur dit traverser la rue ou trouver un job. À Marseille, ça a été répété différemment, mais c'est à peu près les mêmes mots. Comment vous leur expliquez, vous qui les côtoyez au quotidien ? Moi, alors je vais pas faire l'exégèse du terme du président de la République, mais simplement, ce que le président, je crois, a voulu exprimer, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y avait la possibilité de trouver du travail, en l'occurrence sur le Vieux-Port à Marseille. Et ce que les jeunes expriment en retour, c'est le fait que parfois les conditions de travail, notamment dans la restauration qui sont proposées, sont compliquées. Je pense que c'est à chacun de réussir à faire des pas. Nous, notre boulot, c'est de les accompagner au mieux. C'est ce qu'on essaye de faire avec le contrat d'engagement jeune qui est déployé depuis un an. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui nous écoutent, excusez-moi, c'est vraiment un accompagnement intensif qui va durer plusieurs mois et qui va venir aider des jeunes qui n'arrivent pas à trouver un emploi. C'est un investissement qui est très important. 300 000 jeunes par an, c'est beaucoup et ça continue à augmenter. C'est ce qu'on essaye de faire par l'apprentissage. Et ensuite, évidemment, on a parfois besoin aussi de dire à certains jeunes, allez-y, venez, ne vous découragez pas trop, venez sur le Vieux-Port, venez avec nous et on va vous aider au maximum. Je pense que c'est ça avant tout le message, c'est ne vous découragez pas. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. J'ai bien aimé le clin d'œil parce que ça prouve quand même que, on est dans une logique, disons, positive. Mais je pense qu'il faut l'être et mobilisation générale sur l'emploi, ça c'est la priorité absolue. On a un chômage des jeunes qui a baissé ces dernières années. Il faut qu'on s'en réjouisse tous. Il est au plus bas depuis 15 ans. On a un apprentissage qui est au plus haut. Mais on est encore au-dessus de la barre fatidique des 15% de taux de chômage qu'on dépasse depuis 40 ans maintenant. Vous avez l'impression que le dialogue peut se faire réellement avec les jeunes lorsqu'on entend des mots pareils ? Oui, bien sûr. Non, le dialogue, moi, je le fais. Non. Moi, le dialogue, je le fais au quotidien avec les jeunes. Honnêtement, le dialogue, il est très direct. Il y a juste une envie de considération réciproque. Encore une fois, moi, j'ai passé 6 mois... C'est le problème de la réciprocité, peut-être ? Non, elle est là. Il y a aussi de la considération. La considération, c'est aussi de venir parfois prendre quelqu'un par la main et lui dire « Viens, tu vas voir, c'est possible, arrête de te décourager ». Je pense que la considération, c'est pas juste de dire toujours ce que les gens ont envie d'entendre, c'est aussi de le dire la vérité. C'est très important, mais ça doit se faire toujours dans le respect. Et vous savez, moi, je pense que la politique, vous êtes toujours au centre des frustrations parce que vous voulez toujours aller plus loin, vous voulez toujours faire davantage. Et encore une fois, il y a toujours un champ de contraintes, de majorité politique à trouver, de finances à trouver, etc. Et il faut accepter ça quand on est dans l'arène, ce qui est mon cas maintenant depuis quelques mois. Et chacun est dans son rôle de réclamer toujours davantage, et c'est plutôt sain comme ça. Dans le cadre justement de ces rencontres jeunesse de Matignon, ce Conseil national de la refondation dont on parle depuis tout à l'heure, eh bien vous avez proposé une mesure aussi phare pour aider les jeunes qui sont en lycée professionnel. Une mesure très importante quand on voit, et ça c'est valable partout, pour tous les jeunes de manière générale, qu'ils soient en voie générale, technique, professionnelle, dans l'apprentissage. On a vu des files de jeunes devant les supermarchés. On a vu des jeunes qui ne peuvent absolument pas accéder aux soins médicaux. On a vu des jeunes qui ont du mal et qui peinent à se loger. C'est une situation qu'on retrouve beaucoup, malheureusement, à tous les âges, mais en particulier chez les plus jeunes. Une situation qui est très difficile, notamment depuis le Covid. Une aide financière que vous leur apportez. Oui, là, on va faire une aide financière pour le permis de conduire spécifiquement, mais de manière plus générale, puisque vous me posez la question de la précarité des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes de 18 à 24 ans, c'est la tranche d'âge qui est la plus touchée par la pauvreté. C'était pas du tout le cas il y a 40 ou 50 ans, c'était les plus âgés qui étaient touchés par la pauvreté, mais c'est quelque chose qui est pas nouveau, hein. C'est une situation qui est là depuis 20 ans. On a une des priorités absolues qu'on a eues depuis le début de l'année, dès le début de l'année 2023, ça a été de faire une réforme des bourses avec une revalorisation de quasiment 40 euros par mois qui va être effective à la rentrée de septembre pour tous les étudiants boursiers. 40 euros, ça va représenter des augmentations de 10, 20, 30% pour certains, et ça ira même jusqu'à quasiment 70 euros pour les étudiants qui sont boursiers
en Outre-mer. Voilà, en Outre-mer. Parce qu'ils subissent en plus un coût de la vie qui est encore plus cher. Pour un total de 67 € par mois, c'est ça? Ouais, au moins 67 € par mois pour tous les étudiants boursiers en Outre-mer. Et au moins 37 € par mois pour tous les étudiants boursiers en métropole. En plus de ça, on va maintenir évidemment le repas à 1 € pour tous les élèves tous les étudiants qui sont boursiers ou tous les étudiants qui ne sont pas boursiers mais qui se trouvent face à des situations de précarité. On est en train aussi de regarder comment on fait pour proposer des formules de repas pas chers pour tous les étudiants aussi qui n'ont pas accès au restaurant Crous à 1 € près de chez eux. C'est souvent des élèves qu'on oublie, mais c'est une priorité absolue, parce que c'est très beau sur le papier d'avoir accès à des repas à 3,30 € ou à 1 €, mais si vous n'avez pas de Crous à proximité, ça reste sur le papier, et dans la vraie vie, ça ne change rien. Et donc ça, on est en train d'y réfléchir pour le début, pour la rentrée prochaine. Et puis, on continue aussi à développer des aides à côté. Sur le train, on en a parlé. Et puis, sur le permis de conduire, il y a pas mal de jeunes qui nous ont dit c'est super de pouvoir passer le permis de conduire et conduire seul à 17 ans. Mais on a quand même un sujet de financement, notamment pour les jeunes en lycée professionnel. Et en fait, on a décidé de leur appliquer ce qu'on fait exactement pour les jeunes en apprentissage aujourd'hui. Pourquoi on le fait pour les élèves de lycée pro? Parce que c'est ceux qui sont les plus concernés par des problématiques de mobilité en formation. Les élèves en apprentissage, ils ont 500 € aujourd'hui pour pouvoir payer leur permis de conduire. Et ben, on va appliquer la même aide pour les élèves en lycée professionnel dès l'année 2024. Combien coûte un permis de conduire aujourd'hui? C'est entre 1000 et 1500 € la plupart du temps. Donc la formule ne couvre pas tout. Il y a parfois d'autres aides locales qui peuvent s'ajouter. On peut toujours vouloir davantage. Là, c'était relativement juste d'avoir une forme de parallélisme entre ce qui se passe sur l'apprentissage et ce qui se passe pour les élèves de lycée professionnel. Et c'est une formule qui a été notamment poussée par une association super qui s'appelle Une Voix pour tous et qui fait toute la promotion des lycées professionnels. Et ça fait partie... On reçoit beaucoup ici. Voilà, parce que tout ce que je suis en train de vous annoncer, c'est des mesures qui ont été suggérées, alors parfois avec des modalités qui peuvent légèrement varier dans nos annonces, mais à chaque fois, ça se base sur des propositions qui ont été formulées par les jeunes depuis 6 mois. Je le redis parce que souvent, on parle de concertation, etc., puis il y a parfois des effets déceptifs in fine. Là, on a vraiment annoncé que des choses qui sont basées sur ce qui venait des jeunes. Et on veut toujours aller plus loin. Je ne dis pas que tout est parfait, je dis qu'on a vraiment essayé. Emmanuel Macron donc, a annoncé évidemment les contours précis de la réforme de la voie professionnelle, hein, une réforme très importante évoquée ici plusieurs fois sur ce plateau, évoquée évidemment par le chef de l'État et tout l'ensemble des ministres. Une des nouveautés, c'est donc la rémunération des stages et ceux dès la 5e. Est-ce que c'est une grosse avancée pour vous ? Oui, c'est très important. Alors, la rémunération des stages, ça va être en lycée professionnel. Oui. Dès la 5e, ça va être la découverte des métiers, mais on pourra y revenir juste après. C'était très important parce que c'est à la fois un sujet financier, évidemment, parce que ce sera des sommes de 50 à 100 € en fonction du niveau, seconde, première et terminale. Mais c'est aussi un sujet de considération et d'estime ressentie pour tous les élèves en lycée professionnel. C'était une de leurs grosses demandes. Et de manière générale, tous les jeunes, dans toute leur diversité, ils ont besoin de... C'est vraiment une de leurs demandes. Considérez-nous au maximum. Il y a un autre sujet au-delà des lycées professionnels qui était important. Il y a beaucoup de jeunes qui nous ont dit, par exemple, je ne suis pas étudiant, mais je m'engage d'une manière ou d'une autre. Par exemple, je suis un jeune en service civique. Et par rapport à mes amis qui sont étudiants, je n'ai pas de carte qui donne accès à des réductions. Quand vous êtes étudiant, vous avez pas mal d'entreprises qui vous font des réductions sur de l'alimentation, de l'informatique, le cinéma, le transport. Et il y en a beaucoup qui nous ont dit, mais... moi, je m'engage, j'ai fait ce choix. Parfois, j'avais ma carte étudiant avant, maintenant, je ne l'ai plus. Pourquoi vous ne me considérez pas pareil? Et donc là, on a fait un truc assez simple. On est allé voir plein d'entreprises en leur disant, est-ce que vous êtes prêts à venir avec nous pour les jeunes en contrat d'engagement jeune, les jeunes en service civique, les jeunes en école de la deuxième chance, ces écoles qu'inserent les jeunes qui sont en grande difficulté, mais qui ne sont pas des étudiants au sens strict du terme. Et on a une quinzaine d'entreprises qui jouent le jeu et qui, à partir de l'automne prochain, vont faire des réductions de 5, 10, 15% pour avoir accès à du streaming musical, pour avoir accès à du bus pas cher, pour avoir accès à de l'alimentation, de l'informatique, etc. À vous écouter, on comprend évidemment la logique de pouvoir pousser les étudiants vers l'entrée dans le monde du travail, en fait, et de mettre en relation à la fois les entreprises avec ces jeunes étudiants. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de transformer l'école en entreprise? Non, pas du tout. D'abord, quand on a la moitié des jeunes entre 15 et 17 ans qui vous disent qu'ils considèrent qu'ils ont été mal orientés,
Je pense que c'est pas la transformation de l'école en entreprise, c'est simplement, pour le coup, corriger une dette qu'on a depuis 30 ou 40 ans, où l'orientation n'est pas quelque chose qui a été véritablement priorisé. On en parlait tout à l'heure, dès la 5e. À partir de l'année prochaine, il y aura des temps dédiés tous les mois sur la découverte des métiers. Donc c'est parfois l'école c'est parfois l'entreprise et l'école qui rentrent davantage en relation. C'est aussi découvrir des formations. Hein. Quand on parle d'orientation et d'efforts, d'information vis-à-vis des jeunes, c'est aussi leur faire découvrir les universités à côté, les lycées professionnels, on en parlait. Et donc c'est pas du tout. Moi, j'ai pas du tout cette vision-là. Au contraire, on veut juste donner toutes les clés aux jeunes pour qu'ils puissent s'orienter comme ils le veulent. Et ensuite, le temps des études et le temps des études. Et on sait tous que c'est un temps d'apprentissage qui ne doit pas être que lié, évidemment, à l'insertion professionnelle. Elle est très importante, fine, mais on doit aussi apprendre le voyage, les amours, etc., tout ce qui constitue la vie d'un étudiant. Est-ce qu'on va réussir enfin à faire en sorte que le choix de la voie professionnelle soit fait réellement par choix et non pas par dépit, ce qui a été le cas pendant très longtemps? C'était une voie de garage. On mettait les enfants qui soit n'avaient pas envie, soit n'avaient pas forcément de prédisposition, selon les diktats de l'époque. Est-ce que réellement la voie pro pourrait devenir un vrai choix, car c'est une très belle voie? En tout cas, on fait tout pour. J'aime pas citer des chiffres, mais on va mettre 1 milliard de plus par an pour les élèves en lycée professionnel, pour valoriser davantage les professeurs, pour rémunérer les stages, pour aider à avoir le permis de conduire. Et puis surtout, il y a la carte des formations qui va continuer à évoluer. Ensuite, on a besoin, évidemment, avant que les responsables pédagogiques, les enseignants, etc. au collège, parfois changent aussi de regard sur la voie professionnelle. Ça arrive parfois qu'on a tous des préjugés sur certaines filières. Mais là, vraiment, on fait tout pour. Et puis, moi, je vois un corps enseignant qui a énormément évolué, qui maintenant constate que vous pouvez trouver des emplois dans certaines filières liées au lycée professionnel. Et je pense qu'on va faire la preuve, par exemple, que ça fonctionne. Mais je suis rendez-vous dans 3 ans pour voir s'il y a avec joie, mais c'est vrai que Mathieu Maucor, les chiffres sont là. Hein. Quand on vient d'un milieu défavorisé, un jeune a 93% d'être orienté en lycée professionnel. Alors, tant mieux pour lui, j'avais envie de dire, parce que c'est une très belle voie, mais c'est un ghetto, en fait. On cherche justement une mixité sociale et scolaire, on n'arrête pas d'en parler partout, et pour autant, on voit les lycées privés sous contrat de plus en plus grossir et grandir, le public se défaire avec des profs absents, et avec une pénibilité du travail très importante, avec un problème de rémunération qui n'est fait que sur les heures supplémentaires et non pas les heures déjà acquises, et pour autant, un lycée professionnel qu'on tente de reformer, de réformer, et ce lieu où, malheureusement, les jeunes n'arrivent pas à se mélanger. Mais vous avez raison, là, vous êtes en train de décrire la situation actuelle, qui est la raison pour laquelle on fait cette réforme. Mais il faut plusieurs choses. Il faut, des formations qui soient attractives. Donc la carte des formations est en train d'évoluer. 2, il faut que les jeunes financièrement s'y retrouvent. D'où les aides qu'on fait pour le permis de conduire et les stages. Et 3, il faut qu'on ait des enseignants et qu'on valorise nos enseignants. Et ça va être des augmentations de rémunération de jusqu'à plus de 7 000 € pour les enseignants qui le souhaitent à partir de l'année prochaine en lycée professionnel. Donc on est très sérieux sur l'augmentation de rémunération qui va bénéficier... Sur les heures déjà établies. Ça va être sur les heures déjà établies. Il y a une partie sur les heures déjà établies, il y a une partie sur des heures en plus. C'est la logique du pacte qui a été initiée par le ministre de l'Éducation nationale. Mais vraiment, on essaye de revaloriser tout ce qu'on peut sur le lycée professionnel, et ça part, comme toujours à l'école, avant tout des enseignants. Vous le disiez tout à l'heure, on est à leur écoute, et je crois que sincèrement, je n'écoute pas toujours tous vos plateaux, mais en tout cas, quand je me déplace dans les lycées professionnels, globalement, la réforme est quand même bien reçu, et surtout c'est quand même un signal très très fort d'investissement dans la nation. Globalement, on a souvent oublié les 600 000 élèves de lycée professionnel ces dernières années. On commence à rattraper les choses. Pas, justement. Exactement. Merci beaucoup Mathieu Maucor d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes délégué interministériel à la jeunesse et vous travaillez auprès de la Première ministre. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. D'avoir été sur School TV. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie de recevoir Alexandre Mars. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous sur ce grand plateau du Grand JT avec Guillaume Buan. Vous êtes président fondateur d'EPIC et de Bliss et vous avez lancé la semaine dernière
Infinite. Ce n'est pas la carte bleue. Non, ce n'est pas la carte bleue. Une nouvelle start-up qui a pour ambition de favoriser la réussite de jeunes issus de milieux populaires. Et on est bien content parce qu'évidemment, on parle très souvent sur ce plateau. Comment les aider, comment faire en sorte que leur quotidien change, contribuer au développement d'une nouvelle génération de leaders surtout. Et c'est surtout ça l'idée qui nous a plu forcément ici. C'est-à-dire à un moment, oui, certes, issu de milieux populaires, mais on peut devenir leader demain. Bien sûr, mais on sait aussi que c'est extrêmement dur. Virginie, vous le savez, c'est votre quotidien ici, les gens qui viennent. Beaucoup de gens essaient de faire quelque chose pour changer la trajectoire. La trajectoire qui, si nous ne changeons pas, va être toujours la même. Les gens vont être limités, non pas parce qu'ils ne sont pas compétents, non pas parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils n'ont pas forcément grandi au bon endroit, avec la bonne famille, avec le bon capital social, avec le bon capital financier. Et ça, c'est inacceptable. Oui, parce que pour ceux qui nous regardent, il faut quand même savoir que ça se reproduit en fait systématiquement, ou en tout cas très souvent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une famille, un milieu défavorisé, ben malheureusement, on a moins de chances, moins d'égalité de chances de réussite et d'apprentissage qu'un jeune qui aurait grandi dans une famille avec plus de, entre guillemets, prédispositions financières. Ce qui est vraiment, évidemment... alarmant et offusquant et totalement injuste. Comment, avec Infinite, justement, vous créez cette possibilité ? La méritocratie républicaine, on en parle. Certains d'entre vous, peut-être vous, Virginie, vous avez réussi grâce à celle-là. Mais aujourd'hui, en fait, elle tout saute, si ce n'est pire que ça. Et donc, on va pouvoir, en fait, analyser la situation. La situation, elle est criante. En tout cas, elle est très difficile à deux moments dans une vie, cette injustice sociale. À la naissance, là, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Et puis à 18 ans. À 18 ans, c'est le moment où vous pouvez être brillantissime, vous n'avez pas accès au capital, vous n'aurez pas accès aux meilleures écoles. Et évidemment, vous le savez, vous avez parlé de reproduction sociale. Si vous n'avez pas accès à ce capital-là, vous n'irez pas dans les meilleures écoles. Et si vous n'allez pas dans les meilleures écoles, vous n'allez pas forcément atteindre ce haut potentiel, le potentiel que vous avez, mais malheureusement que vous n'atteindrez pas. C'est ça qui est inacceptable. Et pour ça, en fait, il faut du financement. Et Infinite se base sur ce financement. C'est un prêt plutôt à taux zéro, sans garant. Là, je vous ai dit deux choses en même moment qui n'existent nulle part. Et qui n'existent pas, nulle part. Ça, nulle part, c'est possible. Mais grâce à vous, ça peut devenir. Comment ? Bah oui, parce qu'en fait, on a analysé le marché. Je suis un entrepreneur, vous l'avez indiqué au départ. Et donc, j'ai essayé de comprendre auprès des gens ce qui ne marchait pas, ce qui pouvait peut-être marcher. Et parfois, on se rend compte qu'il y a peut-être des modèles un petit peu différents. Donc, aujourd'hui, vous voulez aller dans les meilleures écoles du monde. Eh ben, on va évidemment analyser votre dossier, on va vous rencontrer, et puis si on vous donne accès à ces montants-là, c'est pas 1 000 euros ou 2 000 euros, c'est jusqu'à 45 000 euros sur la période de vos études, 15 000 euros par an sur les 3 années de vos études, sans intérêt de remboursement, mais vous allez rembourser. C'est pas une donation. Et c'est important que ce soit pas une donation parce que tout vient de ce modèle-là. Vous allez rembourser quand vous allez commencer à travailler, Virginie, mais vous ne rembourserez pas au donateur ou à la donatrice, vous allez rembourser dans un fonds perpétuel qui permettra ainsi de financer le prochain jeune. Donc le modèle va se nourrir de lui-même. C'est pour ça que c'est un modèle perpétuel, c'est pour ça que ça s'appelle Infinite, parce que ce modèle-là ne terminera jamais du moment que ces jeunes-là trouvent de l'emploi et ces jeunes-là qui sont brillantissimes vont rembourser, ils seront en plus ravis de rembourser. Vous savez quoi ? Parce qu'en fait, ils vont pas rembourser une banque, ils vont rembourser pour financer un prochain comme eux. Et oui, j'entends bien, effectivement. Et ça, tout ça sans garant, donc, aussi. Ça veut dire que souvent, quand on arrive et qu'on veut faire un prêt, forcément, c'est soit la famille, soit quelqu'un, un ami proche, qui permet effectivement de garantir ce remboursement. Si on va jusqu'à 45 000 euros, on rappelle quand même qu'il y a des études qui ne coûtent pas autant d'argent et qui restent très bonnes. Mais c'est vrai que les grandes écoles qui sont privées coûtent beaucoup d'argent et sont très difficiles à financer. Alors, une chose par rapport à ça, Virginie, vous avez raison. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui, de belles facultés ou d'écoles publiques. La vérité, c'est que ce n'est pas uniquement l'école en tant que telle. Si vous venez de province et si vous voulez venir dans une école à Paris, vous avez quand même un logement à trouver, de la nourriture à acheter. Donc en fait, quand on vous dit 15 000 euros par an, c'est à peu près ce que ça va vous coûter, même si vous allez dans une école gratuite. Donc on ouvre un petit peu ça, et vous le savez très bien, encore une fois, c'est évoqué souvent sur votre plateau. Le problème n'est pas uniquement dans le coût de l'accès au diplôme, il y a aussi tout ce qui va être autour de ça. Et quand on voit des jeunes aujourd'hui qui peut-être sont dans une bonne école, mais qui doivent avoir 2 jobs pour essayer de juste payer correctement le loyer et pas habiter trop loin des études, là, en nouveau, c'est injuste.
Alors vous allez me dire, oui, le monde est injuste. Alors je ne suis pas non, totalement... J'aurais pas été jusque-là. Mais c'est vrai que c'est parfois, on pourrait imaginer, je suis optimiste. Je pense qu'on peut, grâce aujourd'hui à l'innovation, imaginer peut-être d'autres futurs, et en particulier pour cette génération-là, qui sont, et vous les connaissez très bien, qui sont ces leaders qui ont une volonté, une ambition. Et en effet, on ne doit pas accepter le fait que génération après génération, après génération, après génération, il n'y ait pas de meilleur futur. Guillaume, quelles sont les conditions moi, demain, je souhaite, imaginons si on revient quelques années en arrière, je souhaite faire une école, je souhaite monter sur Paris. Comment je fais? Quelles sont les démarches? Bien sûr. Tu peux, si tu viens sur Paris, je tutoie parce que tu es l'étudiant que tu étais. Je suis l'étudiant, imaginons. Je te donnerai. Tu irais et tu peux aller sur le site infinite.study, S-T-U-D-Y, et tu peux trouver toutes les conditions pour pouvoir proposer ta candidature. Point important, c'est que nous travaillons également avec un certain nombre de partenaires et vous allez le voir, c'est des grands groupes, enfin des belles institutions d'excellence. On parle de Sciences Po, on parle de Polytechnique, on parle d'HEC. À l'étranger, c'est McGill. Et aussi une association qui s'appelle Télémac, qui travaille justement sur ce mentorat à partir de la 5e dans les collèges et les lycées publics. On parlait des quartiers propriétaires de la ville juste précédemment. Et aussi un lycée qui s'appelle UWC, qui nous permet en fait de trouver ces jeunes-là, qui sont des jeunes qui ont un talent évident, qui ont d'une manière académique plutôt des notes très, très bonnes, mais qui en plus de ça ont cette volonté et cette ambition. Donc en fait, on va vous accompagner si vous êtes un jeune si vous êtes ce jeune qui a envie d'avoir un autre futur, si vous avez ce jeune qui, en fait, et on en parlait et on en parle souvent, en fait, tu te limites. Tu es un jeune, tu vas te limiter, c'est pas pour toi. Tu vas même pas imaginer que ça va être pour toi. Et malheureusement, ça, c'est de nouveau anormal, injuste. On peut lui donner les qualificatifs que nous voulons. Donc en fait, on va vous accompagner, vous étudiants qui voulez faire les meilleures écoles en France ou dans le monde, et on va vous accompagner pour que vous puissiez les faire. Mais alors fatalement, se pose la question d'aller chercher ces jeunes qui pensent que ce n'est pas pour eux, qui pensent qu'ils n'y croient pas, qui sont encore enfermés chez eux et qui se disent non mais de toute façon j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je n'ai pas le droit à ça, je n'ai pas accès, pour pouvoir avoir accès non seulement à ce que vous proposez grâce à Infinite, et aussi à espérer faire ces études-là. Comment on fait le pont? Emmanuel Macron veut évidemment plus de mixité sociale, scolaire, il le répète à tout va, mais le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye aussi. Réellement, est-ce qu'on peut y croire? Je pense que oui, on peut y croire. Mais parfois, quand vous croyez fort, il faut aussi que vous mettez des solutions qui puissent justement soutenir cette croyance. En tout cas, cette volonté à minima. Et en fait, on voit, et merci de l'indiquer Virginie, on voit aujourd'hui qu'il y a 3 éléments essentiels pour que ces jeunes puissent faire les études qu'ils devraient faire. 1, la communication en amont. Si vous ne savez pas que ça existe, Virginie, si on ne vous a pas expliqué ce qu'est une prépa, ce qu'est une école, une grande école, si vous ne connaissez même pas ces termes, mais vous n'allez même pas essayer de postuler. Sauf qu'il y a des problèmes d'orientation. Aujourd'hui, on le voit bien, les élèves sont extrêmement mal orientés. Et ce n'est pas forcément de la faute d'ailleurs des professeurs, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont peut-être pas le temps. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. On le voit par exemple Sciences Po, qui a développé depuis 20 ans un programme justement dans les lycées pour aller trouver dans les lycées en disant vous êtes peut-être dans ces quartiers prioritaires ou dans les quartiers, nous on aime bien parler de quartiers populaires parce qu'il n'y a pas uniquement des quartiers purement prioritaires. Si vous êtes éloigné des centres de décision, Virginie, vous n'allez pas non plus avoir accès à ces écoles-là. Vous n'allez même pas savoir qu'elles peuvent exister. Après, il y a le financement essentiel. Alors évidemment, j'entendais tout à l'heure Mathieu Maucourt qui expliquait qu'il y avoir une augmentation des bourses en France. Et c'est une très bonne chose. Mais on sait très bien que ces bourses sont quand même limitées dans les montants. Vous allez potentiellement avoir... Voilà. Mais il n'empêche, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire vous financer ces études-là. Et puis le troisième point qui est essentiel, et c'est une évidence certainement pour vous, c'est le mentorat. Vous pouvez rentrer dans ces très bonnes écoles. Il y a quand même un sujet à la fin de ces écoles. Si vous n'avez pas forcément accès au bon centre de décision, vous n'allez pas forcément faire le stage au bon endroit et peut-être avoir votre premier emploi. Donc en fait, quand on parle d'inégalité sociale, quand on parle aujourd'hui d'injustice et de non-reproduction d'un modèle qui est établi, du moment que vous n'avez pas le capital culturel, le capital financier, il faut le changer en fait ces 3 aspects-là pour tenter d'espérer, et j'y crois Virginie, que c'est faisable. Alors je suis pragmatique.
optimiste. Non, mais moi, ça me réjouit. À chaque fois que je vois des gens, positif, oui, là, ouais. exactement, sur C'est- ce plateau qui, effectivement, se réjouissent de ça. Je suis désolée, Guillaume, parce que je sais que vous avez 12 questions à poser. Ouais. Mais non, mais Alexandre Mars, mais malheureusement, le temps n'y est pas, on ne peut pas. En revanche, on peut avoir toutes les informations sur Infinite, sur, j'imagine, un site. Infinite.study, donc STUDY, c'est le point, et Infinite, INFINITE. Waouh, c'est compliqué. Infinite.study. Voilà, vous savez tout. Vous aurez toutes les infos pour pouvoir justement avoir accès à ces prêts, donc à taux zéro et sans garant pour tous les étudiants qui veulent justement financer leur école. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandre Mars, d'être venu sur ce plateau nous parler d'Infinite. Merci. Et tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Elle reçoit cette semaine l'humoriste Olivier Debenoît. Tu es humoriste. Ouais. Est-ce que plus jeune, il y a un autre métier qui te faisait rêver? Oui, je voulais être policier. D'accord. Voilà. Parce que j'étais un énorme fan jusqu'à 12-13 ans de Starsky Hutch. D'accord. Donc j'avais la voiture, voilà, on se faisait les répliques, etc. J'aurais adoré être policier. Et j'ai beaucoup d'admiration, d'ailleurs, pour les policiers aujourd'hui, et pour la gendarmerie, et pour les militaires, parce que j'ai une lignée de militaires sur 10 générations. Donc voilà, on a été élevés un peu comme ça. Après, tu as fait des études de droit? J'ai fait 5 ans de droit. Ah Je suis oui. allé à Sceaux à Paris 11. Et là, j'étais pas mauvais. J'étais pas mauvais en droit. Et donc là, j'ai voulu T'as eu un devenir master? avocat. Oui, j'ai eu alors, à l'époque, on parlait de 3e cycle. Je fais un 3e cycle et de droit des affaires. Et je faisais de la magie en même temps. En première année, j'ai commencé à faire de la magie, donc j'étais magicien assez vite. Et voilà, donc je travaillais dans les bars, etc. L'idée à la base, c'est que tu voulais être avocat. Je voulais être avocat, mais la magie m'a permis de me défrustrer parce que j'adorais jouer, C'est etc. à ce moment-là, en fait, que tu commences la scène. Exactement. En même temps que tu fais je tes ne savais études pas, de mais je droit. faisais du one-man show sans le savoir. Quand je faisais un tour de magie à une personne, eh bien, j'étais déjà en situation de one-man show, je les faisais marrer, etc. Et très vite, j'ai commencé à gagner ma vie. Et après, c'est posé la question, est-ce que je deviens humoriste ou est-ce que je deviens comédien magicien ou est-ce que je deviens avocat? Et j'ai, pendant longtemps, venant d'une famille qui formait des généraux et pas des artistes, j'ai été tiraillé. Tu étais le seul artiste de la famille. Oui, absolument. Jusqu'au moment où j'ai fait un casting dans un cabaret où celui qui gagnait 10 jours. Et j'ai dit, si je réussis ce truc, je deviens toute ma vie artiste. Et si je réussis pas, toute ma vie, je deviens juriste. Évidemment, j'ai pas réussi le casting. Évidemment. C'était horrible, on était 7 ou 8, j'étais le dernier, et le jury devait donner un mot gentil à chacun. Donc, et moi, ils n'avaient rien trouvé de bon, du coup, ils m'avaient dit que j'étais bien habillé. Donc, tu vois. Oui, c'est sympa. Ils ont quand même trouvé un mot gentil. Donc, voilà, mais bon, je leur en voudrais jamais. Mais bon, voilà, donc j'ai continué à être persévérant, et je suis devenu, voilà. Et après, j'ai commencé le casting de pub, j'ai décroché une pub assez vite. La pub Opel. Et tes parents, ils sont OK à ce moment-là? Oui, parce qu'en fait, on traite là encore, je l'ai dit tout à l'heure, que des urgences, et à partir du moment où je gagnais ma vie comme magicien, je pouvais continuer. Finalement, ils font confiance. Oui, parce que de toute façon, non, mais quand tu as des parents intelligents, c'est quand même plus agréable. Facile. Et puis arrive l'émission qui change ta vie. Voilà. Non, mais avant, j'ai fait 10 ans on dit qu'il faut 10 ans pour faire un artiste. J'ai pas sauté de classe. À l'école non plus, mais là aussi, pendant 10 ans, j'ai loué une salle au début, j'ai les reloué l'année suivante, j'ai réécrit un spectacle, j'ai joué longtemps dans des salles vides avant d'aller au point virgule et après le point virgule d'aller faire une demande qu'en rien. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, tu vois. Et tu fais un casting pour aller... Non, c'est incroyable, c'est que j'avais fait un truc qui s'appelait point virgule fait l'Olympia, et puis quelqu'un de la prod m'avait vu, il m'avait dit, tiens, est-ce que tu amuserais? Mais ils n'avaient pas dit que c'était un truc comme ça avec des notes, etc. Il a dit, voilà, tu vas faire un sketch devant Laurent Ruquier, s'il aime bien, tu pourras revenir. Alors, j'ai dit oui. Et puis comme j'étais premier candidat à descendre les marches, j'ai jamais vu les images. Je pense que si je les avais vues après, j'aurais peut-être eu peur de le faire. Mais là, j'ai pas vu les images. Ça doit quand même être stressant d'être le premier. Oui, c'était stressant. Mais c'était stressant pour tout le monde. Et comme j'avais pas le truc, et puis je l'ai eu. Et après, j'ai pas arrêté, j'en ai fait 60 et je dois tout à cette émission. Tu dois tout? Je dois tout à cette émission, évidemment. Et je devrais tout à School après la diffusion, évidemment, qui va changer ma vie. Donc, et puis c'est surtout que tu as eu du coup, ça te donne une grosse exposition. Oui. Énorme Comment tu le gères à ce moment-là? Exposition, c'est-à-dire qu'on passe en 2 mois, on passe d'un connu au point virgule, la salle est pleine sur plusieurs mois, où on commence à signer des autographes, etc. C'est un phénomène de télé-réalité, de télécrochet, pas télé-réalité, de télécrochet. Ça dure, mais comme j'avais 36 ans, j'avais tête froide, donc tu n'avais pas pris la grosse tête? Non, jamais. Jamais. Puis quand je rentrais chez moi, avec mes 4 enfants, tu veux, j'avais pas les... Non, si tes enfants te ramènent à la réalité au bout de 2 secondes, donc voilà, j'ai jamais eu la grosse tête. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie d'Olivier Debenoît pour la suite de Souvenirs d'écolier. Merci Malika, merci Olivier. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap.
commencer par le commencement parce que c'est pas du tout un hasard si vous êtes la marraine des petits champions de la lecture. Vous étiez une petite championne de la lecture. Ça se passe dans la banlieue de New York. J'étais une lectrice clandestine. Je lisais dans le placard. Je me cachais pour lire. Vous êtes Harry Potter. Oui, exactement. C'est pour ça que ça a tellement résonné. C'est vrai? Mais alors, sérieusement, êtes mon psychanalyste. Au moins. Ma mère pensait que les hommes n'aimaient pas des intellectuels. Et elle avait peur que si je lisais trop, je ne trouverais jamais un mari. Enfin, vous aviez 7 ans. Elle pensait déjà à votre mariage. Oh, mais dès la naissance, dès avant la naissance, on était de la chair à marier en Amérique. Dans les années 50, oui. Wow. Et alors, vous aviez 2 sœurs qui prenaient pas mal de place, je crois aussi. Oui. Oui, mes 2 sœurs étaient très, très belles et la seule solution pour moi était d'être bonne élève et de lire. Et je faisais leur compte-rendu de livres. Elles avaient 8 ans et 5 ans de plus que moi, mais c'est moi qui faisais leurs devoirs. Extraordinaire, parce que vous écriviez aussi très tôt. Je crois que vous avez même commencé par recopier, avant même d'inventer des histoires. Mais même avant de savoir écrire, je remplissais des pages et des pages de boucles. Parce que j'adorais ça, j'adore écrire, j'adore l'acte physique d'écrire. C'est un plaisir sensuel pour moi. C'est un lieu d'abord pionnier, parce qu'il n'y a pas d'autres maisons de podcast ailleurs en France, innovant, un centre culturel aussi pour la ville de Marseille. L'idée, c'est de se dire que c'est aussi la maison des enfants et des ados qui ont envie de venir participer à la co-création de ces émissions-là. Oui, absolument. En fait, on a vraiment envie d'ouvrir à tous les niveaux d'âge. Donc, ça peut être des écoutes dès la maternelle et dès le CP. En fait, ils peuvent participer activement à la création de podcasts, de web radio. Pour le collège, pareil. On peut faire des débats avec les lycéens. En fait, c'est un studio où on peut mettre du monde autour de la table. On l'a conçu comme ça pour justement que ce soit un lieu d'échange. Et puis, c'est vrai que quand on met des jeunes derrière un micro, il se passe toujours quelque chose de magique. Déjà, derrière un micro, on est tous à égalité, c'est-à-dire que personne n'a l'habitude de parler devant un micro, de s'entendre au casque. Donc, c'est déjà une expérience qui remet les bases. C'est-à-dire que tout le monde est au même niveau. Et souvent, il se passe quelque chose de merveilleux, en fait, quand les enfants se mettent au micro, c'est que tous les autres les écoutent. Tout le monde, il y a vraiment un silence bienveillant. Et ensuite, il y a de la critique constructive de « Waouh, t'en as pensé quoi ? Moi, j'ai trouvé super que tu parles de ça. » Et même s'il y en a qui ont hésité, qui ont bafouillé, on va les encourager. Enfin, vraiment, il y a du super... ça fonctionne bien. Donc, on est vraiment contents. Ça, c'était nos premiers ateliers. Et notre objectif, c'est bien sûr de le développer au maximum à partir de la rentrée prochaine. On commence à quel âge ? Il y a un bon âge pour commencer ? Globalement, les premiers cours d'escalade qu'on peut prendre en club, c'est à partir de 4-5 ans. C'est ce qu'on appelle la baby escalade, comme un peu la baby gym. Et l'objectif, ça va être de développer la locomotion chez l'enfant. On va avoir l'enfant va pas directement grimper sur le mur, il va rester en bas des bois et il va vraiment apprendre à pouvoir ne pas se déplacer sur le sol en marchant, mais plutôt à escalader, à trouver son équilibre avec ses 2 mains et ses 2 pieds. Clotilde, tu as des souvenirs, toi, justement, de tes premières initiations, de tes premiers cours, justement, quand tes parents t'ont emmené dans ce club ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'au début, moi, ça ressemblait plutôt à de l'acrobranche que de l'escalade, des tyroliennes, des jeux très ludiques. Donc, c'était vraiment super bien. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles qui prennent les jeunes très tôt et ça se développe vraiment bien. Donc, je conseille en tout cas. Stéphane Lipianski est à nos côtés. C'est vous qui avez littéralement mis les mains dans le cambouis de cette question qui a agité toute la communauté éducative tout au long de cette année scolaire. Le sens de l'autorité. Comment soutenir la relation éducative? L'idée, c'est de se dire qu'on a ces appels à l'éducation bienveillante, encore faut-il savoir la définir, d'autres appels au retour de l'autorité dans les salles de classe, mais pas que. D'abord, est-ce qu'on a forcément besoin d'opposer les deux? Nous, on a essayé d'aller au-delà finalement de cette opposition parce que ça, c'est des injonctions finalement. C'est des mots et puis mais concrètement, dans l'activité concrète des éducateurs, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, que ce soit les éducateurs du périscolaire ou en protection de l'enfance, en fait, on se rend compte que
Bien sûr, on a besoin de bienveillance et on essaye de l'avoir, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire quand on a 30 enfants, comment on est bienveillant avec 30 enfants différents? On a besoin d'autorité quand même, et c'était un peu le but de l'étude, c'était de faire de l'autorité. Ceux qui parlent d'éducation bienveillante peuvent parfois avoir tendance à penser que l'autorité c'est un gros pot. Donc réhabiliter finalement le sens de l'autorité, c'est-à-dire pourquoi finalement on a besoin d'autorité dans la relation éducative, et pour autant, ne pas avoir une vision figée de l'autorité, c'est-à-dire ne pas se dire retour à la discipline ou retour à l'autorité. Ça voudrait dire qu'il y a eu un modèle qui a fait ses preuves et qu'on aurait abandonné. Je pense que ça, c'est pas la bonne vision des choses. Et donc, ce qu'on a essayé de construire dans cette étude, c'est effectivement, est-ce qu'on a besoin d'une autorité, mais est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle autorité? Et qu'est-ce que concrètement il y a derrière cette nouvelle autorité? C'est pour ça qu'on est allé demander aux éducateurs leur point de vue et leurs pratiques, leurs initiatives. Comment on travaille à la fois sa force et sa souplesse dans cette discipline qui requiert effectivement beaucoup de qualité, j'ai l'impression. Ça va dépendre en fait. Ça va dépendre de l'athlète en fait, avec qui on travaille. Il y a des athlètes qui naturellement ont développé des qualités de force depuis qu'ils sont jeunes, et en fait, dès qu'on va leur proposer un cycle de développement de qualité de force maximale, ils vont directement progresser. Pour certains, c'est plus compliqué. Pour notamment certaines femmes et même certains hommes, ils ont également de la souplesse. Et quand on parle de souplesse, il y a de la souplesse au niveau des grands écarts qu'on peut voir naturellement en gymnastique, mais également la souplesse au niveau du bassin. Et notamment, quand on est dans une paroi déversante et qu'il faut monter un pied très haut, ça va surtout être la mobilité. On va même parler plutôt de mobilité que de souplesse. Du coup, ça va être capable de développer de la force, une force élevée, mais à une amplitude en montant un pied très très haut. Et du coup, pour développer des qualités de force maximale, on va agir sur un cycle de préparation physique sur 3 semaines de charge, où on va cibler une qualité spécifique, les bras, les doigts, etc. Et en même temps que ça, on va également travailler sur de l'escalade à proprement parler, plus technique justement, pour pas que l'athlète détériore justement ses qualités techniques en fait, et sa souplesse. On doit ça aux enfants, on doit un petit peu d'optimisme, d'envie de vivre. Pour moi, oui. C'est pas dans tous les livres pour enfants. Enfin, il y a des livres assez noirs et c'est normal aussi. Mais moi, quand j'écris un livre pour un enfant, c'est comme si je lui tenais la main. Et puis, je suis très optimiste et plein d'espoir. Et je ne peux pas faire autrement. Et puis, il y a toujours une histoire d'amour. Et c'est amour, n'est-ce pas, espoir. Ça ne peut pas être autrement. Et fin heureuse. Tu vois, j'adore les comédies musicales. J'ai grandi en chantant, dansant toutes les comédies musicales. Lesquelles? Tous. Vos préférés? Singing in the Rain. Vous voulez chanter Singing in the Rain? Ou vous voulez que Emma le... Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Bravo à toutes les deux. Merci pour cette émission. Merci à tous de nous suivre. Et merci à Guillaume Buand d'avoir été là. Merci Virginie. Toujours agréable de vous recevoir, vous savez, Guillaume. Je sais. Vous savez que Avec si plaisir. vous écrivez, eh bien Guillaume vous répond. Vous savez ça? Ah oui? Oui. Alors ça, j'ai pas reçu. Piégé. En direct, piégé. Non, Guillaume, on a dit que si on vous écrit, il faut répondre. J'ai pas reçu les mails encore. Qui m'a caché ça? Voilà. Alors aujourd'hui, je remercie 1000 fois la réalisation Théo Boscar, au son Alexis Oussabassidis, maquillage Thaïs Sayad, et la rédaction Emma Guessel et Agathe Delannoy. Très belle soirée à tous. Ciao.